Attends. Bon, alors, on va effectivement échanger ensemble sur un sujet qui est hyper important, qui est souvent un peu une forme d'obsession chez les individus, mais peut aussi être un sujet tarte à la crème. C'est-à-dire quand on parle de motivation des collaborateurs, motivation des individus de manière générale, parce que ça s'adresse autant aux collaborateurs qu'à vous-même en tant que responsable ou individu proprement dit. On a l'impression que lorsqu'on assiste à ce genre de sujet, on va trouver des trucs. Alors, il y aura peut-être quelques-uns. L'idée, c'est de vous inspirer, c'est de vous donner des réflexions qui vont vous amener à poursuivre justement cette, je ne vais pas dire cette méditation, mais tout ce que nous aurons vu pendant ce petit temps d'échange. Et possiblement le mettre en application dans vos environnements, ne serait-ce que par rapport aux gens qui vous entourent, mais aussi par rapport à vous. Alors, avant de parler de motivation proprement dit, vous imaginez bien qu'il faut définir un cadre, un environnement dans lequel ça se positionne, parce que c'est pas, il n'y a pas une formule miracle. Si j'avais cette formule miracle, le fond d'écran que vous avez vu tout à l'heure, peut-être qu'effectivement j'y serais régulièrement et je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et si cette formule miracle existait, de toute façon, tout le monde la connaîtrait. Il y aurait des parades, il faudrait toujours trouver quelque chose d'autre. Donc, ça fait aussi beaucoup appel à la réflexion, et ce que j'appellerais, je vais en parler plusieurs fois dans l'échange, de l'intelligence, ou individuelle ou collective. C'est d'autant plus important qu'en préambule, vous l'avez vu sur LinkedIn, j'ai positionné ça aussi dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère du tout numérique et l'avènement fulgurant de l'intelligence artificielle. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre, hein. Ça va venir de toute façon. Ça, on ne peut rien y faire, ça va se faire, ça va avancer. Maintenant, c'est comment se positionner là-dedans, nous. Et une conviction que j'ai, que je partage aussi avec d'autres personnes, qui sont plutôt d'ailleurs des supporters, des promoteurs de l'intelligence artificielle, c'est que l'humain doit être de plus en plus au cœur des organisations. Ça, c'est une vraie conviction que j'ai. Alors, c'est pas parce que j'ai dit que ça va se faire, mais ça veut dire aussi que ça nécessite un peu de réflexion. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous faire un petit peu d'histoire. Depuis que le monde est monde, enfin quelque part, il y a toujours eu des formes de hiérarchie. Donc si je reviens un petit peu à certains temps anciens, si ça fait bien marcher mon truc. Si, c'est pas ça, c'est que des fois il est capricieux. Pour construire les pyramides, il a bien fallu avoir une forme d'organisation. Bon, je ne suis pas persuadé qu'on parlait beaucoup de motivation des collaborateurs à l'époque. Ça se régulait ou ça se gérait sous la forme de l'esclavage, mais toujours est-il qu'ils nous ont laissé un legs assez remarquable, au prix de quelques vies certainement, voire quelques dizaines ou centaines, voire même milliers de vies, mais ils ont fait quelque chose. Donc il y avait une organisation qui était mise en place. Et puis plus tard, il n'a pas marché. Il a fait. Bon, désolé, je vais être obligé de peut-être le faire différemment. Je vais essayer avec ça. On va voir si ça marche mieux. Plus tard, on a commencé à intégrer le terme de management, à prononcer forcément l'américaine. Or, il faut savoir une chose, c'est que même le Oxford English Dictionary dit que l'origine du mot management vient d'un mot du vieux français, qui se trouve ici, là, qui est ménager, qui veut dire tenir les rênes d'un cheval, qui vient lui-même de l'italien maneggiare, qui veut dire manège. D'ailleurs, on continue à utiliser le terme de manège dans les centres équestres. Et que, en fait, ce terme de management est à prononcer à la française, donc plutôt management. Ça, c'est la petite anecdote qui fait que, soyons aussi un petit peu fiers que ce terme universellement utilisé dans le monde a plutôt des origines françaises. Bon, après, on pourrait argumenter sur plein de choses. Et puis, la vraie notion de management est arrivée un petit peu plus tard. Vous connaissez ce terme-là ? Non ? Exactement, oui. C'est Frédéric Taylor, du nom du taylorisme, en fait, la donnée économique qui a porté son nom. C'est un ingénieur américain d'origine allemande, j'aurais envie de dire allemande, qui a mis en place ce qu'on appelle l'Organisation scientifique du travail, l'OST. Donc, qui dit ingénieur, dit réfléchi de façon complètement cartésienne. Donc, il y avait des ordres qui étaient transmis de façon verticale. Le chef donnait des ordres aux collaborateurs ou à ses subalternes. Et ensuite, le travail était divisé de façon
verticale est divisée de façon horizontale. Et c'est en ça que, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Les temps modernes de Charlot, on le voit répéter les mêmes gestes tous les jours. Ça, c'est un des effets du taylorisme. On a spécialisé les ouvriers dans une forme d'activité régulière et permanente qui ont fait qu'ils ont pu, et c'était l'objectif, optimiser les chaînes de production. Voilà d'où ça vient. Quelques années plus tard, on a notre ami ici, Henry Ford, qui a 10 ans plus tard, ça c'était au début, fin du siècle, du 19e siècle, la réflexion de Taylor. Henry Ford a pris en mesure, en compte les données du taylorisme, avec une notion quand même qu'il a rajoutée, c'est qu'il a considéré qu'il y avait très très peu d'intérêt de l'individu, donc il a offert des bons salaires. Mais, avec un véritable inconvénient, c'est que cette ultra-spécialisation de l'individu sur les chaînes de production, à répéter les mêmes gestes tous les jours, faisait disparaître le niveau de réflexion, d'intelligence potentielle de l'individu, donc il se fatiguait, il y avait beaucoup de démotivation et beaucoup de casse sociale, malgré tout, malgré les salaires élevés. Donc ça n'a pas duré, mais ça a été une notion qui a fonctionné. En l'occurrence, c'était pour la production d'un Ford T, qui a été produite à 16,5 millions d'exemplaires et qui figure encore aujourd'hui dans le top 10 mondial de l'histoire des voitures les plus produites dans le monde. Donc c'est quand même assez remarquable ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce que il avait marqué. Ensuite, dans les années 80, je ne sais pas si vous êtes arrivé, moi je suis arrivé dans l'entreprise à peu près à la fin des années 80, on parlait beaucoup de cercle de qualité. Le cercle de qualité, c'était principalement essayer de donner la réflexion, donner un vrai niveau d'intelligence auprès de l'ensemble des individus. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je ne sais pas si vous en souvenez, certaines entreprises, l'une des entreprises qui a été le plus loin, c'est un peu trop rapide mon truc là, c'était la Scandinavian Airlines qui avait représenté son organigramme avec une pyramide inversée comme ça, où l'objectif était de transmettre, transmettre de la responsabilité aux individus. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était chez les Américains, en 1988, on parlait d'empowerment. On comprend tous à peu près ce que ça veut dire. C'était quasi intraduisible. Les gens n'arrivaient pas à traduire ça, ce qui montrait à la fois l'envie, mais aussi l'embarras de vouloir le mettre en place. Mais c'était quand même vertueux de vouloir dire, on va donner aux individus la capacité à pouvoir réfléchir à ce nombre de choses, dans le même ordre d'idées. D'ailleurs, vous avez certainement dû entendre parler du diagramme d'Ishikawa. Méthode de résolution de problèmes. On a une problématique, on balance tout un tas d'idées, puis après on structure. Et ça faisait une arête de poisson, qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa. Puis, plus tard, on a parlé aussi de deux choses. Alors, j'ai envie de dire, deux notions qui s'opposent. L'entreprise libérée d'un côté, et le lean management, qui, à mon sens, n'est ni plus ni moins que la transposition moderne du taylorisme. Le lean management, en fait, c'est une notion économique qui est intervenue dans les entreprises, plutôt de production d'ailleurs industrielle, dont l'objectif était d'essayer d'utiliser les temps masqués des personnes quand ils étaient sur les chaînes. Donc pendant qu'il y a une machine qui est en train de fonctionner, que font-ils? Il fallait essayer d'optimiser ce temps-là. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et l'entreprise libérée, alors par contre, c'était complètement l'inverse. Si on donnait toute la responsabilité à l'individu, une véritable capacité d'autonomie, pas d'indépendance, pour moi il y a une vraie différence entre les deux. Sauf que ça ne marchait pas chez tout le monde. Pour qu'une entreprise libérée fonctionne, il faut que l'intégralité des personnes qui composent cette entreprise soient à minima aussi en capacité d'être autonomes. Or, il y a tout un tas d'individus dans les structures qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Et quand on ne leur dit pas quoi faire, ils ne savent rien faire. Donc ces gens-là disparaissent. Alors ceci étant, ça peut vouloir dire qu'il y a aussi une certaine énergie qui se développe dans ce genre d'entreprise. Moi, je pense que ça a plutôt été un phénomène de mode. On en entend beaucoup moins parler maintenant. Ça a donné des vrais succès. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, Harley-Davidson, l'entreprise Harley-Davidson, s'est sauvée au XXe siècle grâce à l'entreprise libérée. Mais c'est un modèle qui a duré 10 ans. Une fois qu'ils sont sauvés, ils ont changé de direction. Et cette nouvelle direction est avec ses principes, a mis en place des structures un peu plus cartésiennes, telles qu'on peut trouver de façon plus majoritaire aujourd'hui dans les entreprises. Ça fonctionne toujours, Harley-Davidson, ça marche très très bien. Mais il faut reconnaître que cette entreprise a été sauvée à l'époque grâce au mode de fonctionnement d'entreprise libérée, parce qu'il y avait tout un tas d'individus qui avaient des choses à dire. Ça donnait la parole aux gens, c'est quelque chose d'important, et qui conduit aussi à la motivation des individus. Et puis aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Alors, cette représentation graphique ici, c'est, vous irez voir sur son profil LinkedIn, si vous voulez, c'est un type qui s'appelle Grégory Lenoir, je crois que c'est ça, oui, qui est un type qui est né dans le nord de la France, qui vit aujourd'hui dans la Silicon Valley, et qui était considéré, j'ai assisté à une de ses conférences il y a 6 ou 7 ans à Nantes, qui était considéré à l'époque comme étant le pape de l'intelligence artificielle dans le monde.
Parmi ses clients, il y avait juste la NASA, par exemple. C'est une personne pour dire, tiens, intelligence artificielle, qu'est-ce que tu vas faire? Et il y a 6-7 ans, cet homme-là nous disait, dans 5 ans, l'intelligence artificielle aura remplacé l'homme dans tous les domaines de façon optimale. Bah, moi, j'ai un doute. J'ai un doute parce qu'elle saura certainement faire beaucoup de choses. Elle va se nourrir de tout ce qui est transmis parce qu'elle va chercher tout un tas d'informations sur le net. Hein, vous savez, elle se nourrit de tout ce que tout le monde publie à droite à gauche. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs, c'est que si vous sollicitez l'intelligence artificielle sur le même sujet à 2 moments différents, elle ne vous donnera pas forcément la même chose. Le thème global sera le même, mais dans le détail, ce ne sera pas exactement la même chose. Donc ça veut dire aussi qu'elle évolue, ce qui est intéressant, effrayant, je ne sais pas comment vous positionnez par rapport à ça. Et moi j'ai la conviction malgré tout, et c'est en ça que je disais en préambule, que l'homme a sa place là-dedans, parce que il y a 2 choses, 2 notions qui pour moi ne peuvent pas fonctionner avec l'intelligence artificielle. Un, c'est l'intelligence émotionnelle, et même l'intelligence collective. Et 2, je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit sorte de motivation naturelle pour les individus. Donc ça veut dire que ça va se jouer aussi entre les personnes. Et que c'est en ça que pour moi, l'homme est au centre des organisations et au centre des préoccupations des entreprises, quelles qu'elles soient. Donc je vous irai voir hein, Grégory Lenoir. Lenoir, j'ai un doute. Bon, j'irai vérifier. Je vous dirai ça. Alors, une définition. Vous me permettrez, si vous voulez bien, mesdames, je m'adresse qu'à des dames, de prendre un petit peu ce fil rouge. Parce que, alors je ne suis pas en mouvement rouge aujourd'hui, mais c'est vous qu'en ce moment je suis plutôt beaucoup. Je suis un fervent supporter de notre équipe et j'espère effectivement qu'elle va aller au bout, mais je vais prendre ça comme étant une espèce de fil rouge en fait de la présentation. Rassurez-vous, il n'y aura pas que des moments masculins, il y aura aussi un petit peu de moments pour vous. Donc, si on devait donner une définition de la motivation, on dirait quoi? C'est les raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action, qui permet à quelqu'un, c'est un fait qui permet d'être motivé pour agir. En fait, basiquement, alors si je ne marche pas non plus, voilà, ce qui donne envie. Ben oui. Parmi les différents sportifs, alors il y en a encore, pourquoi je prends cet exemple-là de Gros Piron? Parce que vous savez que nous, les Français, on a un petit peu de mal avec l'objectif. L'objectif doit être défini SMART, vous connaissez ça, simple ou spécifique, mesurable. Beaucoup de personnes disent A, atteignable. R réalisable et T temporel, échéancé dans le temps. Ce A, moi je le définis comme étant quelque chose plutôt d'ambitieux. Or nous les Français on a du mal avec ça. C'est pas bien de dire que ça fait prétentieux. On confond, d'ailleurs c'est une ineptie absolue, mais on confond ambition et motivation. Et cet homme-là, Gros Piron, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 92, ça me rappelle un temps que moins de 20 ans, le cancer ne peut pas connaître. En 92, aux Jeux Olympiques d'Albertville, Gros Piron dit « Je serai champion olympique ». Il s'est fait démonter dans la presse. Parce que naturellement, oui, c'est qui cet homme-là, c'est prétentieux. Ce qui est fort, c'est qu'il a été champion olympique. Mais ça veut dire aussi qu'il a travaillé comme un âne pour y arriver. Donc, j'ai trouvé une phrase qui est plutôt inspirante hein, sur le sujet, donc je ne la connais pas par cœur. La motivation n'est pas un don du ciel pour les gens compétents et confiants en eux. C'est une énergie que tout le monde a au fond de soi et qui se développe quand on la cultive. Un autre exemple, je suis désolé, j'ai donné un exemple d'homme à nouveau, mais Tyson, c'était un type qui était extraordinaire en boxe, hein, sauf que lui, il s'entraînait beaucoup plus que les autres pour y arriver. Et un jour, un journaliste lui pose des questions, il demande à ce qu'il paraît, vous levez à 4 h du matin pour aller courir, ce qui était vrai. Il se levait tous les matins à des heures indues pour aller courir, pour s'entraîner, pour rester en forme physiquement. Et il donnait l'exemple avec un concurrent ou des compétiteurs qui avaient lui aussi, ils se lèvent à 4 h du matin et Tyson lui répond non. Pendant qu'il est en train de se lever, moi je suis déjà en train de courir. Donc ça veut dire qu'il avait cette motivation intrinsèque au fond de lui, qui faisait qu'il avait envie d'aller plus loin que les autres. C'est pas que du hasard, il y a du talent, mais il y a aussi beaucoup de travail. Donc la motivation, c'est aussi beaucoup de réflexion. Donc notre ami Gros Piron, alors comme je disais, les motivations intrinsèques, il faut que j'aille appuyer là-dessus. Bien. Qui fait aussi notion, comment dirais-je, un parallèle avec la notion d'engagement. La motivation intrinsèque, c'est la motivation perso. La notion d'engagement, si je dis non, ça n'a pas fonctionné.
ça permet de voir en fait la différence qu'il y a entre les personnes qui sont activement engagées, ceux qui vont jouer pour, ceux qui sont ni engagés ni désengagés, qui vont faire leur travail correctement, sans plus de choses que ça, et ceux qui sont activement désengagés, ceux qui vont jouer contre. Et là, je voudrais faire un parallèle entre les notions, les statistiques que nous avons dans le monde, et le parallèle qu'on peut faire avec la France. Dans le monde, vas-y. Alors, je donne des fourchettes, hein. C'est pas tout à fait exact, vous irez vérifier si vous le souhaitez. On considère qu'il y a à peu près 20-25% des gens en moyenne qui sont activement engagés. Les pays les plus engagés, il y a des pays au niveau de l'Asie qui sont très très engagés, en Indonésie et autres. Les Américains sont à plus de 30%, par exemple. Des engagés, enfin ceux qui font leur travail sont plus, c'est 60-65, et ceux qui jouent contre, c'est grosso modo 10-15. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être en France ? Ceux qui sont activement engagés, c'est 10-15. Le vrai chiffre que j'avais entendu à l'époque, c'était 9. Donc 10-15, j'ai grossi un petit peu le truc. Ce que j'appellerais le ventre mou du championnat, 60-65, c'est à peu près pareil. Donc vous avez fait le calcul, il reste quoi en face ? Activement désengagé, il y a 20-25. On a cette particularité en France, je ne sais pas pourquoi. C'est assez unique, donc c'est une spécificité qui nous concerne nous. D'être, alors, beaucoup de personnes disent oui, on a un peuple de révolutionnaire. Oui, enfin bon, ça fait plus de 200 ans quand même. Les gènes, ils ont pu disparaître un petit peu. Bon, c'est un petit peu détendu depuis. Manifestement, pas tant que ça. Il y a des choses comme ça qui ont du mal à fonctionner. Et ça, c'est une vraie spécificité française. Donc, ça veut dire qu'il faut composer avec ça. Alors, on est bien d'accord, hein, ceux qui sont activement désengagés, c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose avec eux. Hein. Ils jouent contre. Ils veulent pas. La motivation intrinsèque, c'est quelqu'un qui a envie un minimum. Quelqu'un qui ne veut pas, vous pouvez arriver le matin avec un nez rouge, un chapeau pointu, une langue de belle-mère et puis des oreilles de Mickey, ça ne marchera pas. Hein. Avec ces gens-là, ça ne fonctionnera pas. Il faudra utiliser d'autres ressorts. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais bon. Et puis, il y a la motivation extrinsèque, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, dans tout ce qu'on va voir ensemble, ce à quoi je vous demandais de réfléchir, c'est à la fois ce qui vous fait avancer vous. Vous avez toutes ici certainement des facteurs de motivation différents, des choses qui vous donnent envie de vous lever le matin qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Mais il y a aussi la motivation extrinsèque, c'est ce qui vous entoure, votre environnement. Ça peut être l'environnement personnel, mais ça peut être aussi l'environnement professionnel. Et l'environnement professionnel a énormément d'impact. J'entendais ce matin malheureusement des reportages à la radio qui parlaient de harcèlement scolaire, harcèlement web et compagnie. Enfin, ça fait partie malheureusement de l'environnement dans lequel certaines personnes vivent aujourd'hui et c'est assez délicat. Donc, pour redéfinir la motivation dans son contexte, il faut que je parte d'un élément de base, c'est quelles sont les 3 qualités requises pour être responsable. Mesdames, j'espère que vous apprécierez au passage que j'ai utilisé une image non pas d'homme cette fois-ci, mais plutôt de femme qui montre les biscottos. Les 3 qualités requises pour être un responsable, j'utilise bien ce terme de responsable pour éviter de faire redondant avec les autres termes que je vais utiliser, c'est d'avoir cette capacité à la fois la capacité, alors je ne vais pas dire manager parce que ça ne fait pas joli, mais on va dire manager, d'être un leader. D'ailleurs, quand je parlais de français tout à l'heure avec beaucoup de fierté, j'utilise que les anglicismes, c'est pas top. Donc, d'être un manager, un leader et un coach. Et ça nécessite des qualités différentes. C'est le premier point, le manager, c'est celui qui, à mon avis, a une forme d'opposition à une entreprise libérée. Pourquoi ? Parce que le manager, c'est celui qui va définir les règles, qui va définir le cadre dans lequel ça se passe. Je ne sais pas si tout le monde ici, je pense que oui, est parent. Un enfant, on a besoin de définir un cadre. Ça me rappelle à chaque fois quand mes enfants jouaient entre eux à loup, donc il fallait s'attraper. Forcément, celui qui faisait avoir à chaque fois, c'était le petit. Donc il faisait gouigner dans les bras, dans les jambes de papa ou de maman, et parce qu'il n'y avait pas de règles. Et là, de notre autorité parentale, on arrivait à expliquer un peu des choses. Alors écoutez, voilà, là les règles, le cercle c'est ça, ou en tout cas le cadre c'est ça, puis en dehors de ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Il continuait, mais comme c'était beaucoup moins marrant, ça s'arrêtait très vite. Parce qu'on avait défini des règles, en fait des limites ou des frontières, et ça ils n'aiment pas trop, ils sont un peu dans le fantasque et dans l'émotionnel.
Mais ceci étant, dans le monde de l'entreprise, mais de la même manière que dans le monde peut-être de la famille ou personne, il y a des cadres à définir, des règles à mettre en place, et qui sont importantes. Sans quoi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors ce cadre, c'est quoi? Déjà, c'est la capacité de définir des objectifs. On en a parlé tout à l'heure, c'est marrant, je ne vais pas y revenir dessus. Il faut que cet objectif soit à minima ambitieux, sinon ce n'est pas très utile. Vous voyez que cet objectif qui est très clair. Et il y a 4 composantes essentielles pour atteindre pour définir ce cadre. C'est 1, la capacité à anticiper. Une des qualités essentielles du responsable, quel qu'il soit, c'est d'avoir quelques temps d'avance sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est d'organiser. Quelle différence faire entre les deux? C'est simple. L'anticipation, je réfléchis, l'organisation, je mets les mains dans le cambouis, j'agis. Alors après, on pourrait dire, oui, on va définir la stratégie de l'entreprise, on n'en est pas là, on va rester tranquille là-dessus. Donc voilà, ça c'est le penseur, l'organisation, je mets les mains dans le cambouis. Troisième composante, j'ai dit plutôt le terme accompagnement plutôt que motivation, parce que dans l'accompagnement, il y a beaucoup d'éléments en plus de la motivation, donc j'ai retenu ce terme-là. Et dernier point qui est indispensable pour éviter que ça ne fonctionne pas, ou pour justement faire en sorte plutôt que ça fonctionne, c'est quoi selon vous? Est-ce que vous avez une idée? Anticiper, organiser, accompagner et, pour que le cadre pour que ce soit bouclant, oui, c'est le contrôle. C'est pas l'efficace, c'est le contrôle. Je reviendrai sur une notion d'efficace tout à l'heure. Et puis, forcément, tout ça, ça tourne. J'étais prêt à vous annoncer un trucage phénoménal. Ah oui, ça y est, ça va venir. Il y a un rayon. C'est-à-dire que ça va plus ou moins vite selon le type de métier dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous connaissez les services de téléphonie ou d'appel téléphonique, non pas le centre d'appel, mais des télévendeurs, des gens qui commandent des produits tous les jours. Ça tourne sur une journée, ça. J'anticipe, j'organise, je mets en place et je valide le soir ce que j'ai réalisé comme activité. Dans le marketing stratégique des entreprises, c'est quelques années. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout au même timing. Ce qui fait que, attention, trucage, ça va plus ou moins vite. Attention. Attention, et voilà, c'est super. Oui, Steven Spielberg m'a consulté il y a quelques années pour ça. Je lui ai dit, écoutez, I will do my best. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vachement important. Et c'est bouclant en fait. C'est ça le principe, c'est que ce soit bouclant et on y revient. Ça vient, alors c'est ce qu'on appelle la roue de Deming. C'est comment dirais-je, un concept anglais qui s'appelle PDCA. Je ne sais pas si vous connaissez, Plan, Do, Check, Act. Sans doute que cette notion latine ici est différente de la leur, puisque quand on dit plan, planifier, do, agir, check, contrôle, act, agir. La notion de bonhomme, il n'y a pas là-dedans. Hein. On n'est que sur du rationnel. Donc j'ai envie de dire quand même que ces notions d'accompagnement, comment permettre aux individus d'aller vers ce qu'on leur demande de faire, il y a une notion un peu plus latine ici que moi qui me plaît bien. Donc on va définir les différents aspects de ça. Le planifier, c'est quoi? Je le fais assez vite, hein, parce que l'idée, c'est pas de faire une formation ou un cours, mais on parle de quoi? Avec qui? C'est qui sont les personnes, qui sont les ressources que je vais utiliser? Quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre? Quand? C'est-à-dire à quel moment je commence? Et enfin, c'est qui dans le sens qui est responsable? Parce qu'il faut toujours une responsabilité chez quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe quand ça ne va pas bien, surtout. Organiser, j'aime bien ça. Première chose, c'est d'expliquer, vendre le travail réalisé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes dire je t'attends là-dessus. C'est bien, mais est-ce que tu as expliqué ce que tu veux véritablement? Il n'y a rien de pire que de demander à un collaborateur de faire quelque chose sans qu'il sache pourquoi on lui demande de le faire. Ça, c'est une des premières règles de base pour la motivation, c'est de prendre le temps d'expliquer à l'individu ce qu'on attend de lui. Après, il y a différentes façons de le faire. On verra dans la notion de leadership tout à l'heure. Mais c'est d'expliquer le travail. Ensuite, c'est définir le délai. Sous combien de temps je te demande de le faire? Coordonner les moyens et les outils, ce qui est normal, puisqu'il faut donner aussi l'opportunité de le faire et éviter de rentrer dans une espèce de délégation que j'appellerais perverse, qui consiste à donner une mission à quelqu'un en espérant qu'une seule chose, c'est qu'il ne la réalise pas, ou qu'il ne la fasse pas bien. Et enfin, définir aussi les modalités de feedback. Dans ce délai, avec l'ensemble des moyens que je t'ai donnés, comment je vais pouvoir mesurer, contrôler l'activité qui a été générée. C'est ni plus ni moins que de la communication. Ça, c'est important.
Et je passe le côté accompagnement parce que je viendrai par la suite. Et contrôler, c'est une action incontournable. C'est pas du flicage. Quelle différence fait-on entre un flic et un manager? Est-ce que vous avez une idée? Je vous donne la réponse, hein, forcément. Un flic, il est toujours là où on n'attend pas. Or, ce que je viens de vous dire juste avant, le manager, il doit être toujours là où on l'attend. Quand on dit à un collaborateur, je t'attends là, il ne faut pas qu'il soit surpris qu'il arrive au moment où il a dit qu'il était attendu. Donc c'est ça la différence. Surtout s'il y a un peu de pédagogie qui est faite par le manager, à savoir de dire voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que je veux que tu fasses, je te donne les moyens, le délai, est-ce que c'est bon pour toi, il valide quand même un minimum de choses, et ensuite on y va. Pardon. C'est faire un bilan, mesurer les impacts des décisions et attention prises. C'est vachement important parce que comme on a un tableau de bord sur une voiture, on a besoin aussi d'avoir un tableau de bord quand on pilote une activité. Donc on a besoin de savoir si effectivement on va dans le bon sens ou pas. Respect du travail réalisé, ça c'est vachement important. Enfin, c'est comme ça qu'il faut intégrer cette notion de flicage. Ça permet de définir de nouvelles orientations et comme je dis, c'est le cas. Est-ce que vous avez vu au passage cette image? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? On est toujours sur le rugby. Hein. Oh, quand même. Quand même, non? François Black. Alors, c'est pas François Black, c'était Angleterre-France à Twickenham. Donc là, je dis anglais, là, je dis français. C'est un plaisir immense. J'ai juste que de le rappeler. On a vu il n'y a pas très longtemps, je vous raconte une petite anecdote perso. On était au stade de la Beaujoire à Nantes il y a un mois pour voir France-Fidji. Et puis à un moment donné, pendant la mi-temps, mon fils croise une personne qui avait tatoué sur son bras 10-53. Il y a encore plus. Non mais c'est un plaisir immense, c'est nos meilleurs ennemis. J'entendais ce matin Laurent Deutsch sur RTL qui rappelait un événement majeur de l'histoire de France, la défaite de Poitiers en 1346. Je ne connaissais pas. On était annoncé vainqueur, on était le double des Anglais, on s'est pris une fessée monumentale. Et d'ailleurs, enfin bon, c'est l'histoire qu'il raconte, c'est que quand le roi Jean a été libéré, en 1360, il a dit maintenant que nous sommes libérés, je vais créer une monnaie spéciale et on va l'appeler le franc. Donc le franc, en fait, l'origine du franc, c'est une déculottée monumentale des Anglais. Donc quand on en met quelques-unes, quand même, c'est aussi vachement agréable. Le leader. Ah, le leader, il a cette particularité, c'est celui qui va impulser le rythme, celui qui va donner l'ambition, celui qui a une vision, celui qui va aussi parler de motivation, mais qui va aussi savoir s'adapter à l'environnement dans lequel il est. Donc cette notion de vision, vous imaginez bien, pour rester sur la même dynamique. Je ne sais pas si vous avez... Ah merde, pardon. Je ne sais pas si vous avez entendu notre ami donc, Galtier, vous savez que c'est l'entraîneur de l'équipe de France, ou le sélectionneur en tout cas, donner cette vision. Je trouvais que l'image en fait correspondait bien avec ce qu'il est en train de regarder. Il a parlé de flèche du temps. Cette flèche du temps, en fait, depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France en 2020, j'aurais dû avoir un pupitre, ça aurait été plus simple. Cette flèche du temps, en fait, depuis 4 ans maintenant, peut-être merci, a donné une vision très claire, et lui il le dit très clairement, en termes d'objectifs, notre objectif c'est d'être champion du monde. Il ne dit pas autre chose. Et je trouve que c'est courageux. Après je lis de temps en temps des commentaires sur Facebook, typiquement français. Oui, la chute sera plus dure, attendez de voir comment ça va se passer, regardez les Irlandais, les Sud-Africains, les branlés qui mettent à tout le monde. Oui, mais nous on n'est pas très bons. Arrêtons ce pessimisme français permanent, c'est vraiment très agaçant. Donc, ok, si on n'y est pas, on aura échoué, mais c'est pas grave, au moins l'ambition elle est là. Parmi les notions d'objectifs, je ne sais pas si vous connaissez un illustre personnage qui s'appelle Sun Tzu, qui est un général chinois qui a vécu il y a 2500 ans. Parmi les différentes choses qu'il a pu dire, il a dit la chose suivante: celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. C'est con, hein? Mais pas tant que ça finalement. Ben oui, donc il a un objectif, c'est clair, c'est exprimé dans la tête de tout le monde, et les gens se conditionnent pour ça. Quand vous prenez la voiture pour faire un voyage, j'ai été à Nantes cette semaine. Il y a une route qui est insupportable. C'est Nantes-Rennes. Il n'y a rien. Elle est longue. Il n'y a que des panneaux pour vous rappeler que c'est encore loin. Et c'est pénible. En revanche, cette route, elle passe beaucoup plus vite quand je fais un Nantes-Carantec, par exemple, où j'habite. Pourquoi? Parce que c'est une toute petite partie de la route. Je ne suis pas conditionné pareil. Je ne suis pas conditionné que sur ce petit trajet. Je suis conditionné pour une virée beaucoup plus longue.
J'étais dans le sud-ouest en vacances cet été, 800 bornes, je suis conditionné pour 800 km. Et les kilomètres, ils passent tout seuls. Donc c'est pas la même chose. Donc cette notion de conditionnement, d'objectif est vachement importante. Mais ça se mesure aussi au fur et à mesure. Donc quelles sont les grandes étapes de cette mandature, on va dire? C'est qu'en 2021, eh bien, on a une victoire retentissante contre les All Blacks à Paris, 40-25. C'est quand même phénoménal parce qu'on a annoncé une victoire de la France et on a gagné. En 2022, on fait le Grand Chelem, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques temps. Donc c'est aussi une victoire retentissante. Vous permettrez de rappeler qu'en 2023, nous avons étrillé nos amis anglais chez eux. J'aurais voulu y être. Mais tout ça dans l'objectif, toujours la même chose, c'est au final d'être champion du monde. Bref, ce que je veux surtout dire ici, au-delà de la petite plaisanterie totalement personnelle, c'est que s'il n'y a pas cette vision-là, finalement c'est... Oui, à la française, vous savez le syndrome de Coubertin. Ouais, mais l'essentiel c'est de participer. Non, c'est fini ça. Maintenant, nous on veut gagner. Et heureusement qu'il y a un certain nombre d'équipes ou d'individus qui ont pu franchir certaines barrières parce qu'à une certaine époque, dans certains sports, on était considérés comme les champions du monde des matchs amicaux. Ça veut tout dire. Dès l'instant où ça devenait sérieux, il n'y avait plus personne. Bref. Donc, dans les styles de leadership, quand je disais qu'il faut aussi s'adapter, je ne vais pas faire le détail de tout ça, mais vous savez que il y a 4 styles de leadership principalement identifiés, le directif, le persuasif, le participatif, et le délégatif. Là où le manager ou le responsable est fort, c'est dans cette capacité à s'adapter. J'annonce, attention, trucage. J'ai cherché pour trouver ça. En fait, considérez ce truc-là comme étant un curseur sur lequel vous allez, en fonction des circonstances, je l'ai décliné un petit peu ici, en fonction du contexte, c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, c'est toujours la prérogative du patron, hein, celui qui est toujours maîtrise de l'objectif. C'est quoi la méthode utilisée, la question de validation, c'est quoi les enjeux, avec qui je le fais et quand. Et on peut s'apercevoir que parfois le mode directif peut être utilisable dans n'importe quelle situation, notamment en temps de crise. Là où ça devient dangereux, c'est quand on est sur un type de management monolithique et qu'on fonctionne toujours de la même manière. Ça ne marche pas. Alors je me suis hasardé non, c'est quelque chose de très connu, je ne sais pas si vous irez voir sur internet la théorie VIE, VIE, Valence, Instrumentalité et Expectation, c'est Vroom, comme le moteur Vroom. Allez voir, donc j'ai traduit en français. Motivation, c'est une complémentarité de compétences, de résultats et de valeurs. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si l'un des facteurs est à 0, la motivation est à 0. Donc ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Et vous savez que tout ce qui se multiplie par 0, ça fait 0. Donc le premier aspect, c'est la compétence. La compétence, c'est fondamental pour la motivation. C'est est-ce que je suis capable? Il y a des personnes par fierté, par ego, tout ce que vous voulez, qui vont dire systématiquement qu'ils sont capables de faire quelque chose, mais qui finalement se mettent en situation délicate parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Et au bout du compte, ils se retrouvent à côté parce que ça ne marche pas. En matière de compétences, je vais m'arrêter deux secondes sur cette notion qui nous concerne tous. Quand on parle de conscience et de compétence, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma-là, mais nous commençons tous par inconsciemment incompétent. Quand on découvre quelque chose, pour faire simple, je ne sais pas, que je ne sais pas, ou je ne sais pas ce que je ne sais pas, c'est pareil. Hein. Si qui disait ça, vous avez certainement plus de lettres que moi, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon. C'est un peu excessif, mais à un moment donné, il faut quand même essayer de comprendre certaines choses. On passe tout de suite à l'étape suivante, c'est que, normalement, c'est que je deviens consciemment incompétent. Cette fois-ci, j'ai découvert ce que je ne sais pas, ce qu'il me reste à faire pour arriver. Ce qui est intéressant parce que ça donne aussi un objectif. Pour ceux qui ont envie de crocher dedans, attention, je rappelle, hein, ceux qui n'ont pas envie, ils ne viennent pas. Donc j'ai une prise de conscience. En 3, c'est je suis consciemment compétent. Ça y est. Je sais que je sais. C'est vachement agréable. Sauf qu'il y a un danger. Je pense que vous avez traduit déjà directement. C'est de devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que je suis en train d'une espèce de réflexe. Ce qu'on pourrait appeler aussi de temps en temps de la routine. Et ça, c'est dangereux parce que les personnes qui ne se remettent pas en cause,
qui restent assis dans leur cocon, dans leur confort apparent, bah, le problème, c'est que, alors, j'ai pas de trucage ici, hein, mais que ça peut retourner. Et en fait, c'est un processus, là encore, qui est permanent. Et depuis qu'on est tout petit, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis qu'on est tout petit, on passe notre temps à ça. On rentre en maternelle, on est tout petit. On est au bord du CP, on est grand. On rentre en CP, on est tout petit. En CM2, on est grand. En 6e, on est petit. Et ainsi de suite. Toute notre vie, c'est ça. Et quand on change de travail, c'est pareil. Quand on redémarre une activité, c'est pareil. Donc il faut accepter cette idée qu'on remette en cause parfois un certain nombre de compétences qu'on a pu acquérir. Après, c'est chacun son truc. Hein. J'avais un copain, quand j'étais à l'école, ici à Brest, il y a quelques années, quelques décennies, on le surnommait 1 mètre carré. Ça voulait tout dire. Il était drôle, mais alors il était dans un univers qui était excessivement fermé, quoi. C'est comme ça. J'arrive pas à le trouver là. Donc je reviens à ma formule. La compétence, on l'a vu, hein, ça s'acquiert, ça s'apprend, ça se transmet. Ensuite, c'est une fois que j'ai fait cette action, c'est qu'est-ce que je veux obtenir. Parce qu'il y a aussi une forme de récompense quand même, qui doit être précieuse. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas le moins négligeable, c'est est-ce que ce que je veux obtenir a de la valeur pour moi. Parce que si j'obtiens quelque chose qui n'a aucune valeur, ça n'apporte rien. Je vais donner juste un exemple très simple qui m'a beaucoup marqué il y a de nombreuses années. J'étais dans une entreprise américaine qui fonctionnait beaucoup au challenge et elle a eu des années fastes. Où une année, j'étais rentré dans l'entreprise en 88 et quelques années auparavant, les meilleurs vendeurs, mais de façon indéterminée, enfin il y avait une barrière bien entendu à atteindre, les meilleurs vendeurs s'étaient fait offrir une 205 GTI. À l'époque, c'était la voiture au top du top pour les jeunes, un petit peu qui avaient des envies de sensation. Et quelques années après, mais bien des années après, il y a un challenge qui s'est mis en place où il y avait des Twingo à gagner. C'était génial. Il y en avait 7 à gagner. Et il y avait une barre à atteindre. Sauf que la barre à atteindre, il y avait peut-être une cinquantaine de vendeurs qui l'avaient atteinte. Et donc, ce qui était défini dans le règlement, c'est que les Twingo seraient tirés au sort. Donc on a fait 7 hyper satisfaits, et on a fait 33, 43 hyper mécontents. C'est comme si vous donnez, regarde, tiens, tu vois, tu le touches, hop, ah, tu l'as pas. Ça a été une catastrophe. Ils s'en sont rendus compte de ça après. Donc ça avait potentiellement de la valeur, mais finalement, au regard de ce qu'ils avaient eu comme récompense, ça ne correspondait pas du tout. Tout le monde s'était bagarré pour essayer de l'avoir, et en fait, il n'y en avait que 7 qui avaient gagné. Alors moi, j'avais de la chance, à l'époque, j'étais jeune manager. Dans l'équipe que je quittais, j'en avais un qui avait gagné. Dans l'équipe dans laquelle j'arrivais, j'en avais un qui avait gagné. Voilà, c'était plutôt assez positif. Je n'avais pas affaire à des égos qui avaient été fortement ébranlés parce qu'ils n'étaient pas contents. Bref. Voilà, donc retenez bien une chose sur cet élément-là, c'est que c'est bien une multiplication des éléments qui va faire que ça va fonctionner. Et chaque point, quand il arrive à 0, forcément, ça fait 0. Le problème aussi de la motivation, même pour les gens qui intrinsèquement sont motivés, c'est qu'elle peut s'étioler. Parce que l'environnement dans lequel nous sommes peut apporter des modifications. En l'occurrence, ça fait partie des éléments extrinsèques. J'en ai d'autres encore à vous apporter là-dessus. Là, je vous apporte une réflexion, comment dirais-je, auto-centrée. Hein. Moi, je me suis rendu compte, je me suis posé la question, combien de fois ça m'est arrivé dans ma carrière, d'avoir une motivation qui était sérieusement remise en cause. Grosso modo 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, j'ai pris les décisions qui s'imposaient. Je ne sais pas si j'ai pris les bonnes décisions, mais j'ai pris des décisions en tout cas. Je ne suis pas resté dans cette espèce de situation faussement confortable, parce qu'il y avait des situations qui étaient quand même très confortables, parce que ça ne correspondait pas à mon mode de fonctionnement, à ce que j'avais envie de faire. Et pour autant, j'étais surpris, quand ça m'est arrivé la première fois, j'étais surpris de voir que ma motivation était fortement remise en cause. J'avais plus envie en fait. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui donne envie. J'avais plus envie. Donc j'ai quitté l'entreprise. Je me suis bien démerdé à l'époque. Alors, quand je parlais de motivation extrinsèque, justement, il y a des éléments qu'il va falloir prendre en considération. Il y a des éléments qu'il faut mettre de côté et il y a des éléments qu'il faut promouvoir.
quels sont les éléments qu'il faut essayer de juguler? Les facteurs à neutraliser sont assez simples. C'est la politique d'entreprise, il faut qu'elle soit claire. Chose très simple. Si je demande à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, de m'expliquer la stratégie de votre entreprise, si vous n'êtes pas capable de me le dire, c'est qu'elle n'est pas claire. Ou qu'elle ne vous a pas été transmise, pas formulée. Donc il faut aussi qu'en termes de communication, les choses soient bien dites. Les procédures. J'ai travaillé dans une entreprise il y a quelques années où j'avais un pote qui était devenu patron d'une entreprise. Il regroupait plusieurs plateformes logistiques. Et une de ses premières actions, légitimement, ça a été de mettre en place des procédures de façon à ce que dans tous les entrepôts qui étaient répartis sur toute la France, ils fonctionnent sensiblement pareil. Ça n'empêchait pas certaines personnes de râler parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc on touchait un peu à leur espace de liberté. Mais pour autant, pour le fonctionnement de l'entreprise, c'était essentiel. Est-ce que ça a été bien expliqué? Ça, après, c'est autre chose. Les outils, l'environnement de travail, oui, l'environnement de travail est important. Je pense que s'il y a cette décoration ici aujourd'hui chez Station P, c'est aussi parce qu'il y a une envie de vouloir mettre les gens dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que c'est agréable de venir ici. Il y a d'autres environnements. Je ne citerai personne pour éviter d'être trop partisan. Mais il y a des environnements qui sont moins appréciés ou moins appréciables, dans lesquels on n'a pas trop envie d'y être. Le climat de travail, forcément, ça dépend de chacun. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps dans une entreprise, dans une équipe plutôt, à l'intérieur de l'entreprise, une équipe de recouvrement, dont l'objectif de la formation était de redynamiser un petit peu la communication entre les membres. Bon, c'est pas si facile que ça, mais c'était intéressant à faire, parce que tout le monde était au travail, mais on a l'impression que chacun faisait un peu son truc dans son côté. Il y a manque de dynamique d'équipe. La rémunération. Pourquoi c'est un facteur à neutraliser plutôt comme étant un facteur de motivation? Parce que beaucoup de personnes disent oui, la rémunération c'est essentiel. Oui, c'est important. On a besoin d'être aussi un peu récompensé. Et la reconnaissance ne fonctionne pas que avec la rémunération, on est d'accord. Parce que d'une part, il n'y en a jamais assez. Ça fonctionne comme une espèce d'effet cliquet. L'effet cliquet, c'est-à-dire paf, comme quand vous montez un plateau automobile, là, il y a des cliquets pour empêcher que ça redescende, c'est une sécurité. Ce cliquet fait que c'est une base en dessous de laquelle on ne peut plus descendre. On est arrivé à un minimum. Donc maintenant, il faut qu'on aille plus haut. Et là aussi, j'ai un exemple. Il y a quelques années, je discute avec un copain qui était trésorier dans une association, dans une station balnéaire bretonne, dans le sud, Bretagne. Et donc, conseil d'administration, ordre du jour, et puis à la fin de la réunion, le président qui dit au fait, il y a quelque chose que je voudrais rajouter qui n'était pas prévu, c'est l'augmentation de salaire de l'hôtesse d'accueil. Ok, il nous reste un peu de temps, allons-y, parlons-en. Et mon pote qui est trésorier lui demande elle gagne combien? Le président du bout des lèvres dit 2500 €. Il dit combien? 1500 €. Alors, je ne veux pas dévaloriser son travail, mais concrètement, on avait affaire à une personne dont le salaire était certainement dépositionné par rapport à ce qui pouvait se trouver ailleurs. Le président a dû revenir voir ses collaboratrices, parce que vous imaginez bien, ça n'a pas été accepté, pour lui dire, non, ton augmentation de salaire est refusée. Je ne sais pas quel montant il demandait, peut-être que c'était conséquent, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut générer? Enfin, je vous laisse imaginer à la place de la personne. Ça peut générer de la démotivation. Mais à l'origine, le problème, il n'est pas de savoir si son salaire est bon ou pas, c'est est-ce que j'accepte ou pas le fait qu'on ne m'augmente pas. Donc une forme de reconnaissance. Donc quand on ne voit la reconnaissance que sous forme d'augmentation de salaire, c'est que concrètement, il n'y a pas autre chose à côté. Parce que la reconnaissance, c'est fondamental. Donc il n'y a pas que ça, heureusement. Puis le travail est vachement important. Je ne veux pas trop raconter de bêtises, mais quand je vois comment vous communiquez entre vous tous là, chez la Française des Jeux, je me dis qu'il y a quand même plutôt une bonne ambiance. D'accord. Bah oui, je pense, mais ce qu'on cherche avant tout, enfin, vous avez tous connu aussi, j'imagine, des gens qui sont partis d'entreprises dans lesquelles vous étiez, qui sont revenus. Donc finalement, on n'est pas si mal. Qui ont été chercher l'Eldorado ailleurs en disant oui, ça va être plus joli parce que je serai mieux payé, je ferai moins. Non, le mieux à moins cher, moi je ne connais pas. On peut chercher dans tous les sens. Réellement, je ne connais pas. C'est le numéro 1 pour le climat de travail. Oui, c'est essentiel. Oui. Le social, bon, vous imaginez bien en France, c'est un truc hyper important, mais ça fait partie de l'ensemble. Le social, c'est tous les avantages qu'on peut avoir aujourd'hui dans les entreprises. Moi, j'ai un de mes fils qui est en train de chercher un job. Il me dit, ouais, tiens, il y a vachement d'avantages. Il a regardé, moi je ne regardais jamais ça. Bon, c'est peut-être mon mode de fonctionnement, c'est différent, mais voilà, ok, c'est très bien, il a le droit. Et puis le statut, alors oui, il y a des personnes qui sont très attachées au statut, les titres.
là aussi, vous avez dû rencontrer des individus qui, quand ils avaient une petite responsabilité, magnifiaient leur titre. Je suis directeur régional. En fait, il est responsable d'une ville sur un territoire, en fait, il n'est pas directeur régional du tout, quoi. Les gens avaient bien aussi se la raconter. Enfin bon. Et quels sont pour le coup les facteurs à valoriser? Parce qu'il y en a quelques-uns. Le travail en soi. Moi, je suis un fervent défenseur de la valeur travail, qui a été beaucoup galvaudée d'ailleurs, je trouve, ces dernières années, dans l'opinion publique, d'une manière générale. Il y a même une personne qui s'est amusée à dire que la valeur travail, c'est une notion de droite. Je ne vois pas pourquoi. Pour moi, le travail, c'est le travail au sens large, donc je trouve ça complètement débile. La reconnaissance, on en a parlé à l'instant, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. La réalisation, la capacité à pouvoir récompenser, en tout cas reconnaître les vraies réalisations en fonction de ce que ça représente. Là encore, un petit exemple à vous donner. Quelques années, un commercial dans une entreprise qui était pas bien. Il était plutôt en sous-performance chronique. Et un jour, ils font une grande réunion, ils se réunissent à plusieurs entreprises du même groupe sur un endroit, je ne sais plus trop, un truc plutôt sympa. Et parce qu'il avait fait une performance, une réalisation d'un business qui était à peu près remarquable, il a été amené sur la scène devant tout le monde. Et son commentaire, c'était de dire, je ne sais pas ce que je fous là. Il ne se sentait pas méritant. Vous voyez? Donc on a voulu faire de la reconnaissance excessive alors que ça ne correspondait pas à son statut. Il est parti de l'entreprise peu de temps après. C'est normal, parce qu'en fait, ce n'était pas sincère. Les promotions, alors pour les gens qui ont des ambitions, hein, naturellement, ça peut être aussi cohérent, de la même façon que c'est tout à fait respectable de voir des gens qui se disent, moi je suis bien où je suis aujourd'hui. Et mon travail me convient en termes d'ambiance, en termes d'activité, en termes de ce que je fais, de rémunération. Ok, je pourrais gagner plus, je pourrais habiter à Santorin, je ne sais trop où, mais bon, voilà, c'est pas forcément ce qui anime tout le monde. Et heureusement, la croissance personnelle, ça c'est essentiel, c'est comment je m'enrichis et comment on m'aide à m'enrichir. La pire des choses, c'est de s'ennuyer au travail. Et de se dire, qu'est-ce que je fais? Et en ça, d'ailleurs, je refais un parallèle avec l'intelligence artificielle. L'un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est pas que ce soit quelque chose de bien, et de toute façon, ça va arriver, ça va certainement nous aider, c'est que c'est comme si on léguait toute notre capacité de réflexion et d'intelligence à une structure complètement virtuelle. J'imagine quand même qu'on a un minimum de réflexion à avoir, et aussi une capacité à analyser les événements, de façon un peu plus sensible et potentiellement émotionnelle. Je partage de temps en temps des discussions avec une personne qu'on connaît tous bien ici, et il est totalement d'accord avec moi. C'est un promoteur de l'intelligence artificielle, mais il est convaincu que l'humain est au centre des organisations aujourd'hui. C'est vachement important parce qu'on peut cumuler les deux. Et le sens, je vais y revenir tout à l'heure à cette notion de sens. D'ailleurs, là tout de suite, il y a des études qui ont été faites dans les entreprises pour savoir quels étaient les facteurs de motivation principaux dans les boîtes. Il y en a 3 qui sont ressortis de façon très forte. C'est la transparence des décisions qui peuvent être prises, c'est-à-dire une transparence dans le terme de communication entre la hiérarchie et l'ensemble des collaborateurs. Certaines personnes qui cachent beaucoup de choses, ne serait-ce que les chiffres et autres. Par exemple, je connais une étude notariale dans le Nord-Atlantique où j'habitais pendant quelques temps, où a priori ça va très très bien. Ils ont tous des bagnoles à 100 000 et plus, hein, et puis en fin d'année, j'ai une copine qui travaille dedans et ils disent non, cette année ça n'a pas bien marché. Donc il n'y aura pas de distribution des résultats de l'entreprise. Total. Déjà une roue ça vaut 2000 balles, alors on dit non, on peut pas, ça va. Et puis en même temps, il y en a qui ont en Ferrari perso, enfin bref. Ce sont des contre-messages qui sont terriblement destructeurs pour la motivation des individus. C'est presque irrespectueux, je trouve. Parce que ça se voit, en fait, c'est ostentatoire. Si encore ils se contentaient d'être assez modestes, après ils font ce qu'ils veulent dans leur vie perso. Mais dans l'entreprise, déjà, c'est même pas le cas. La proximité dans les relations, la proximité des individus, vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie, dans le monde aujourd'hui, entre vous et n'importe qui au travers de la planète, il y a maximum 7 niveaux intermédiaires. Est-ce que vous connaissez cette notion-là, non? Entre vous et Obama, par exemple, par l'intérieur des réseaux et compagnie. Hein. Donc vous connaissez quelqu'un qui connaît Obama. Je ne sais plus si je suis Macron sur LinkedIn, mais si je le suis, je suis à peut-être 2-3 niveaux d'Obama, quoi. J'ai jamais pris contact avec lui, hein. Je ne connais pas, ni Macron d'ailleurs, mais bon. Bref, donc voilà, cette notion de proximité est hyper importante, et forcément la notion d'enthousiasme, de dynamique, d'état d'esprit, tout ce qui va autour. Principalement, ça se retrouve dans les petites structures
parce que dans les grosses structures, il y a un peu moins de proximité forcément avec les gens. Et c'est plus difficile de transmettre de l'enthousiasme, surtout si ça vient d'en haut. Ceci étant, je discutais hier avec un ancien collègue qui travaille dans une entreprise, je crois qu'ils sont 600 000 dans le monde, c'est l'entreprise FedEx. Et il me dit, mais chez nous, il y a une considération de l'humain qui est quelque chose de phénoménal. On gagne moins d'argent que les autres, mais parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Et ça continuera comme ça, parce qu'il y a une vraie prise en considération de l'humain dans l'entreprise. Et lui, de me dire, en tant que directeur commercial, dit, si je fais des bons résultats, on me dit c'est bien. Si j'en fais pas, on me dit, bah, tu feras mieux l'année prochaine. Bon, je ne connais pas beaucoup des comme ça. Hein. Tant mieux, hein, s'il est dans une bonne situation, tant mieux. C'est plutôt un truc bien. Est-ce que je vais retrouver mon truc? Non, je vais là. Et enfin, je voudrais naturellement terminer avec le coach, c'est celui qui va transmettre la compétence, celui qui va s'assurer que les individus en fait, avec qui il travaille ont une capacité à devenir autonomes. C'est ce vers quoi il faut tendre. Ah oui, je suis aussi sur le même thème, hein, vous imaginez bien, forcément. D'ailleurs, c'est un coach sportif. Alors, quelles sont les différentes... quel est l'apport... Non, il n'est pas là. Hop, tac. On a tous dans notre environnement des personnes qui nous conseillent. Ah, et je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. C'est agaçant. Enfin, moi, je trouve ça agaçant. Quelques années, je voulais acheter une voiture, puis j'arrive et je dis attends, je vais dire ce qu'il faut que tu fasses. J'ai ma soeur qui a une vieille Laguna qui. Et c'est qui dit que j'ai envie d'acheter une vieille voiture d'abord. Puis ensuite, est-ce que j'ai envie d'une Laguna? Et puis occupe-toi voilà, de toi. Je ne l'ai pas dit. Les formations, c'est mon métier en partie, c'est principalement transmettre aussi un certain nombre de choses, peuvent travailler sur l'apport de compétences. Mais la réalisation des compétences se fera naturellement sur le terrain et avec l'aide de quelqu'un qui sera plus proche. On parlait de proximité tout à l'heure, qui sera en mesure de vous accompagner et de vous apporter effectivement des éléments plus précis sur les commentaires qu'il peut faire de ce que vous faites. Donc voilà, le coaching, ça développe les talents. Vous savez, c'est Braille qui disait, le talent, ça ne se tape pas, ça se travaille. Les différentes interfaces du coaching, donc c'est simple, c'est tout le temps. C'est lors des face-à-face, c'est sur le terrain, c'est lors des réunions. Enfin, vous pouvez appréhender la façon dont ça se passe dans les interactions qu'il y a entre les individus. Donc là-dessus, je passe vite. Et puis, je voudrais terminer sur deux petites histoires. C'est cet effet aussi, ce qu'on vous transmet entre ce qu'on appelle l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Est-ce que ça vous parle de ça? Ben, je vais vous le raconter. L'effet Golem, c'est quoi? C'est le mal que l'on pense de nous diminue nos résultats. Ce qui rabaisse notre confiance en nous, ce qui diminue nos résultats, et ainsi de suite, et ça tourne. C'est le cercle en fait infernal, le cercle vicieux. Je parlais malheureusement de harcèlement tout à l'heure, ça fonctionne un peu comme ça. Ça dépend de la façon dont vous considérez l'individu. Si vous demandez par exemple à un éléphant de monter un arbre, bah, c'est sûr que le pauvre il va se sentir totalement démuni. Ça va être terrible. Donc quand je parlais de compétences tout à l'heure également, et c'est aussi assez bouclant, c'est attention, on accepte des missions si on sent qu'on est capable de le faire. Je ne sais pas si vous avez des responsabilités dans vos organisations, mais j'ai vu des personnes prendre des responsabilités et quelques années plus tard dire stop, halte au feu, moi j'arrête, c'est plus pour moi. Il n'y a pas très longtemps encore l'équipe dont je vous parlais, là, que j'accompagnais dans le recouvrement, une personne qui a été manager qui dit moi je ne veux plus être manager, c'est terminé, j'en ai plus envie, ça ne m'intéresse plus, c'est trop complexe, voire même trop compliqué. C'est pire encore que complexité. Complexité, les solutions. Compliquées, c'est le psy. Attendez, que je retrouve ma souris, je me poilais. Si elle est là, hop. Et l'effet Pygmalion. Ça, c'est beau, l'effet Pygmalion. Vous savez qui est Pygmalion? C'était un sculpteur chypriote qui a vécu, je ne sais pas quand, et qui a créé une statue. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Athéna, je crois. Peut-être une bêtise. Et il a trouvé tellement belle qu'il a prié les dieux tous les jours qui lui donnent vie. Et il a tellement prié fort que, effectivement, sa statue est devenue une femme réelle. Il a vécu heureux toute sa vie. En fait, c'est la capacité à croire en choses positives. Donc, à l'inverse de l'effet Golem, et c'est aussi tout ce qu'on doit transmettre, nous, dans ce qu'on donne aux autres,
C'est nos actions envers les autres influent sur la vision que les autres ont de nous, provoquent une autre attitude à notre égard et renforcent notre propre vision de nous-mêmes. Là-dessus, j'ai une petite histoire à vous raconter qui est une histoire vraie, qui était une expérience qui a été mise au point par le docteur Rosenthal et Léonore, je ne sais plus comment elle s'appelle, aux États-Unis, un homme et une femme, et qui ont décidé de mettre au point un test d'intelligence. Pour que ce test d'intelligence soit véridique ou avéré, ils ont décidé qu'ils allaient faire passer dans un lycée en fin fond des États-Unis. C'est comme si on allait faire passer le test ici à Carré, par exemple. Pas à Brest, à Carré, dans les zones un petit peu reculées. Et donc il est arrivé avec tout son matériel, les blouses blanches et compagnie, très impressionnant quand même sur l'ensemble des profs. Les profs un peu inquiets en disant est-ce qu'on a identifié les bons? L'objectif de ce test c'était d'identifier des génies. Donc il fait passer le test aux 1000 élèves de l'établissement, et arrive les résultats, et il sort un certain nombre de personnes. Et là, les résultats sont assez surprenants. Parce que autant certaines personnes disent ouais, pourquoi pas, mais alors d'autres, on aurait dit plutôt des gros teuteux. Voilà, on n'imaginait pas le truc. Et il s'en va. Sa méthode pour identifier ces personnes-là, c'était le tirage au sort. Lui, il le savait. Et il est parti pendant 1 ou 2 ans. Et il est revenu quelques années plus tard, ou quelques temps plus tard, pour faire passer des vrais tests à l'ensemble des personnes. Toutes les personnes qui ont été identifiées comme étant des génies ont toutes eu des résultats qui ont augmenté par rapport au précédent. Toutes. Qu'est-ce qui s'était passé entre les deux? C'est simple. Le regard de tout le monde avait changé sur eux. Les profs, les parents, les copains, eux-mêmes, sur eux-mêmes. Quand on parle de reconnaissance, c'est bon, on dit souvent, on attend la reconnaissance qui vient d'en haut. Elle ne vient jamais, donc ça on oublie. Quand on a des collaborateurs, celle qui vient d'en dessous, c'est vachement gratifiant, c'est hyper agréable. Moi j'aime bien quand en formation, les personnes me disent ouais, c'était super ta formation, j'aime bien. La reconnaissance qui vient des pairs, nos alter ego, nos équivalents, ça peut être la famille, ça peut être les proches dans l'entreprise. Puis il reste un dernier niveau de reconnaissance qu'on sous-estime tout le temps. Peut-être nous, plus encore les Français que les autres. C'est la nôtre. La capacité à dire que ce qu'on fait, on le fait bien et sans fanfaronnade. Mon métier, c'est de vendre la prestation intellectuelle. Heureusement que je dis à mes clients que je suis bon dans ce que je fais, sinon c'est même pas la peine. Et je le dis en plus sans me la péter. Parce que je crois quand même à certaines capacités. Il y a des choses sur lesquelles je ne fais pas parce que je ne sais pas faire. Et dans ce que je sais faire, oui, il me dit que je sais faire. Sinon, c'est pas la peine. Donc voilà, tout ça à partir de Pygmalion qui a fortement cru à un certain nombre de choses. Et c'est aussi cette capacité qu'on a à voir les gens avec un côté positif. Alors, il y a quand même une notion qu'il faut considérer, c'est en termes de motivation, l'impossible nul n'est tenu. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de compétences, et lorsqu'on cumule, lorsqu'on croise les éléments de motivation et de compétences, oui, il y a 4 types d'interlocuteurs. Il y a des individus motivés et compétents, ou pas motivés, pas compétents, enfin bref, qu'est-ce qu'on en fait? Ceux qui sont motivés et compétents, forcément, il faut les développer, il faut les accompagner. Quand on parlait d'accompagnement tout à l'heure, c'est ça, pour les amener à prendre des responsabilités s'ils en souhaitent. Ceux qui sont motivés, pas compétents, il faut les former. Et ça peut s'entendre, rappelez-vous, on commence tous incompétents, hein. Et des fois on le sait, des fois on ne le sait pas, mais en tout cas, à un moment donné, il faut qu'on sache qu'on sait faire des choses. Ceux qui sont compétents, pas motivés, là il faut les accompagner dans le sens où, attends, il faut qu'on discute là, parce que c'est pas normal. Si tu as des capacités, c'est que tu es rentré dans un système, une spirale infernale qui fait que c'est pas positif. Donc il faut essayer de le faire sortir, enfin, le faire grandir plutôt que le sortir. Et celui qui n'est pas motivé, pas compétent. Là il y a une vraie question là. Qu'est-ce qu'on fait? Et à l'époque, j'avais une image qui est un peu plus radicale. Là, je reste assez soft. Ah oui, on sort. Si on a la capacité, on va pas se traîner des espèces de boulets, parce que vous savez que c'est un peu... C'est dur hein, comme parallèle, mais c'est un peu comme la gangrène. À un moment donné, ça se pose et puis ça se déploie. Et un individu pas motivé, pas compétent, il ne peut pas rester seul. Il a besoin d'amener du monde avec lui. C'est ça qui est délicat. Donc, je fais le parallèle aussi avec le schéma tout à l'heure. Quand on a des gens qui sont activement contre, c'est plutôt là qu'on va les trouver. Ça ne veut pas dire, hein, il peut y avoir aussi des gens qui sont motivés, pas compétents et pas motivés. Hein. On peut les trouver là aussi. Hein. Pour quelle raison, j'en sais rien. Des personnes qui mettent leur intelligence au service de la destruction. C'est des choses qui m'échappent toujours, mais bon, c'est comme ça.
Et pour terminer, donc avec le dernier slide, je voudrais juste donner 4 petits leviers qui sont pour moi importants. Il faut travailler l'organisation, c'est-à-dire faire en sorte que, dans l'idée de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'organigramme qui était inversé à l'époque des années 80, aujourd'hui ça reste encore très hiérarchisé malgré tout. Alors ça c'était que la cosmétique, on a bien compris, mais l'intention était forte. C'est d'essayer de casser quand même les codes, casser les habitudes, faire en sorte qu'on puisse s'autoriser à voir les choses différemment de celles qui sont, de la façon dont elles sont faites aujourd'hui. Le rôle, c'est faire en sorte que le leader d'un cercle ne soit pas le seul à pouvoir prendre les décisions. C'est aussi la capacité à pouvoir échanger, transmettre avec les autres, respecter ou prendre en considération les éléments que peuvent donner les individus qui nous accompagnent. Le leader est là pour insuffler une énergie, donner un enthousiasme, mais c'est les personnes qui réalisent. Je reprends l'exemple de notre ami Galtier, lui est là que pour définir le cadre. Maintenant, c'est les joueurs qui jouent, c'est pas lui qui gagne sur le terrain. Il a fait ce qu'il fallait pour, mais c'est pas lui qui gagne sur le terrain. Le boss, alors c'est le but d'ordre supérieur. C'est ce qui va faire en fait qu'on va donner du sens à notre action. C'est ce qui va nous donner envie d'avancer. Et enfin, terminer par la politique des petits pas, pardon. C'est ce que j'appellerais la Waze attitude. La direction, elle est bien évidente, elle est claire, mais il se réactualise quasiment tous les 100 mètres. Ben nous, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a défini un chemin qu'il est tout droit. De temps en temps, je ne sais pas s'il y en a qui font de la voile. J'habite dans pas une station balnéaire, aussi un peu quand même, mais il y a beaucoup de voileux qui sont sortis, des gens très connus, qui nous ont remettre le cléage d'ailleurs, à Carantec. Enfin, il est de Saint-Paul, mais il a fait ses armes là-bas. Bah, la voile, le chemin le plus direct, c'est pas la ligne droite. Hein. Et pourtant, tu as certains qui, en prenant des grands détours, arrivent à faire des performances assez incroyables. Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur le sujet, l'objectif c'était de vous transmettre effectivement des éléments de réflexion, des interrogations, peut-être des solutions sur des choses auxquelles vous aviez quelques interrogations. Et j'espère que ça vous donnera l'idée de faire des choses un peu différemment, en tout cas que ça pourra nourrir votre réflexion. Et pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez cette belle image du château du Taureau avec l'île Louette. Pour information, cette petite maison ici, là, elle est louable. On n'est pas à Santorin, l'eau n'est pas à 25 degrés, mais c'est louable. Hein, je peux te dire, cette petite maison, c'est la vie. Ah, je pense que c'est un peu dangereux quand même. Ouais. Tout le temps là-dessus, Ouais. ce serait un peu compliqué. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura inspiré et que vous en retirerez des choses intéressantes. Et merci d'être venu au fait, surtout.